Oui, oui, ça va, je vous vois très bien là. Mais le son, est-ce que vous pouvez augmenter un peu le son? Attends, Ok, le son est à le le son est volume. à son maximum chez moi. Le volume est à son maximum chez moi. Attends, C'est toi je, qui as coupé, j'ai vu apparaître. je vais demander à nos amis qui nous regardent là. Est-ce que saute, ça va? Et je mets تسمعوا فيه مليحة. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, moi je t'entends très bien. D'accord. Normalement, normalement, tout est bien. D'accord. On entend un peu ce que les gens se Oui, bien rassemblent un sûr. peu pour qu'on commence. Bien sûr. Est-ce que toi tu me vois bien? Moi, je vous vois très bien. Juste, le son, c'est pas tellement là. Ah bon? Est-ce que c'est mieux là? Non, le volume, c'est le maximum. Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez tirer vous tirez le casque et vous faites le haut-parleur. Peut-être que c'est mieux. D'accord. Je vais retirer le casque pour faire le haut-parleur. Oui. C'est bon là? تسمعوا فينا يا جماعة ولا إيه؟ تسمعوا فيه مليحة. Pas... Ça va, monsieur Achille, vous m'entendez très bien? Oui, je t'entends très bien. Non, même le son, il est très faible. Je vous entends, mais... d'accord. Attends, je vais mettre le casque pour voir. Oui, remettez le casque, c'est mieux. Alors, c'est bon? Ça va? Là, je t'entends très bien là. D'accord, d'accord. C'est pas grave. Bon, le son, c'est un peu loin, mais je vais me concentrer un peu plus avec vous. Comme ça, je vous entends très bien. L'essentiel, c'est que juste j'attends la réponse des spectateurs qui nous regardent. Si le son, ça va, faites-moi signe pour qu'on puisse commencer là. Hein. الصوت ça va يا جماعة الصوت تسمعوا فيه. Est-ce que mais Ah, tu d'accord, me vois d'accord. bien à l'image? C'est bon, ils vous entendent là très bien les gens. Ok, c'est Ahmed, Est-ce ok, que au تسمعوا niveau فيه de مليحة. est-ce que Oui, au niveau de l'image, est-ce que tu me vois bien? Parce que oui, 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 l'image moi je suis c'est parfait là. Je vous vois très ah bon? bien. Même le son, c'est parfait. Ils m'ont dit qu'ils nous entendent tous les deux, ça va. Peut-être moi Ok, j'ai un petit problème, je sais pas c'est quoi, mais c'est pas grave. On va commencer en tout cas. ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, bonsoir Monsieur Achille, je suis très ravi de vous inviter ce soir pour un live sur Facebook. Je suis très heureux de parler avec vous. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas rencontrés, on n'a pas parlé, ça fait des années. Vous êtes aussi un expert du tennis. Vous avez beaucoup donné au tennis africain et au tennis d'une façon générale. Donc, pouvez-vous, Monsieur Achille, vous faites un petit récap pour vous présenter pour les gens qui vous ne connaissent pas très bien, comme ça, avant de vraiment entamer nos sujets et voilà, les chapitres qu'on va débattre ce soir. Très bien, très bien. Mais écoute, d'abord, je tiens
à remercier d'abord ta personne pour cette démarche assez courageuse, mais également remercier ton pays, la Tunisie, que j'aime beaucoup. C'est un pays dans lequel j'ai passé beaucoup de temps en tant qu'expert. C'est un pays qui m'a offert beaucoup de chances dans ma carrière professionnelle, qui m'a permis réellement, sans jugement, de me mettre au service du tennis tunisien et ça, je n'oublierai jamais. Alors, en ce qui concerne ma personne, j'ai été boursier du Comité international olympique dans les années 1986 et donc j'ai eu la chance de partir pour la France en partant de mon pays, le Bénin, où j'ai pu être scolarisé en sport-études dans l'actuelle académie de Moratoglou. D'accord. À l'époque, c'était Patrice Agilouer qui était l'ex-directeur technique national qui était en charge du tennis français. Donc, très vite, en ayant, en ayant perdu durement contre Boris Becker à l'époque, qui avait 18 ans à l'époque, j'ai compris très vite que mon chemin n'était pas sur le circuit professionnel. Donc, j'ai embrassé la carrière de formation universitaire D'accord. tout en passant tous les diplômes nécessaires pour le tennis jusqu'à BE2 tennis, où j'ai occupé les postes successifs de conseiller sportif départemental en France. Et j'ai pu monter mon académie sport et développement, qui Mhm. avait pas mal de pensionnaires en France. D'accord. Et par la suite, j'ai été débauché par la Fédération internationale de tennis en tant que conseiller sport, en tant que conseiller, le directeur de développement pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Donc, ça a été mon retour en Afrique après de longues années en Occident, Très bien. où j'ai été, j'ai essayé de faire de mon mieux pour le développement du tennis africain, mais très vite, j'ai pu apprécier les limites, les limites du tennis dans cet environnement, avec tous les problèmes politiques, économiques et sociaux que cela comporte. Donc, je me suis replié en Occident pour essayer de me refaire, parce que vous ne sortez pas indemne Très d'une bien. expérience du genre. Donc, c'est dans cette dynamique de me reconstruire et de repenser au tennis dans les pays du Sud que j'ai eu la chance de rencontrer un courageux homme qui est dans votre pays, Monsieur Boussayen, vraiment que je n'oublierai jamais. C'est un homme à côté duquel j'ai beaucoup appris. J'ai appris le courage, j'ai appris la détermination, j'ai appris le sens de l'effort et du travail. D'accord. C'est cet homme qui a eu le courage de dire, vous êtes noir, mais j'ai besoin de vous dans mon pays. Parce que vous avez les compétences. Je ne vous juge pas par votre couleur, je vous juge par vos compétences. Et ça, je n'oublierai jamais. C'est un homme avec qui j'ai beaucoup travaillé pour le tennis tunisien. Et l'anecdote qui est très simple, et là j'ai compris beaucoup de choses. Il voulait recruter pour 11 Jabber, un entraîneur. Mhm. Et il m'a invité à Paris. Il m'a dit, Achille, c'est toi qui vas faire l'interview pour Martina Hingis et Amélie Mauresmo. Et il a convié les deux dames à Paris. Et je me suis retrouvé avec lui à, à les interviewer pour le choix de l'entraîneur pour 11 Jabber. Et là, j'ai été confronté également aux problèmes financiers. Donc, par la suite, je vais rentrer dans le développement de cette partie. Et à cette même époque, il avait notre présidente, Madame Salma Moueli, pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect. C'est une femme courageuse, courageuse, euh, qui, en dehors de vos critiques, qui, je pense,
est une pièce maîtresse du développement du tennis pour les pays du Sud, est une référence et que chacun de vous, vous avez travaillé à ses côtés, mais je me rappelais bien quand je passais le niveau, vous passez le niveau 2. Elle était dans cette salle, elle me disait, en tant qu'expert de ITF, j'étais à l'époque, tous ces candidats, ils sont brillants. Je veux que tous ces candidats aient leur diplôme parce que nous en avons besoin en Tunisie. Et ça, je veux dire, waouh, ça, c'est une dame très courageuse que Boussaïen a beaucoup encouragé à assumer ses postes de responsabilité. J'ai une petite idée de ce qui s'est passé. Et à l'occasion, on va en parler. Monsieur Achille, Mais excusez-moi, oui, avant d'entamer la fédération, est-ce que vous avez commencé le tennis au Bénin, c'est ça, au départ, avant de partir en France? oui, absolument. J'ai commencé le tennis au Bénin accidentellement parce que j'habitais à côté d'un cours de tennis où Ah, il y avait d'accord. un club de tennis. Un club de tennis, ce n'était pas une volonté de mes parents, c'était une volonté personnelle parce que je suis d'une famille où l'école est d'abord prioritaire. Donc, moi, habitant à côté, c'était une occasion d'aller ramasser les balles comme tous les Africains et puis d'avoir un peu d'argent avant de retourner à mes études. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé le tennis à l'âge de 12 ans. Et J'étais tellement passionné. votre passage en France, c'est-à-dire que vous étiez parmi les meilleurs, donc il y a eu une sélection, vous avez eu une bourse, ou c'était comment votre passage en France là? C'était une sélection, j'étais en classe de quatrième, c'était une sélection à l'issue d'un tournoi très important avec un entraîneur qui m'aimait beaucoup, je dirais, un entraîneur avec qui j'ai gardé des contacts d'ailleurs, Monsieur D'accord. Nestor Darboux, qui m'appréciait beaucoup, qui avait trouvé en moi du potentiel à la fois physique et intellectuel, qui m'avait encouragé dans mon parcours et par cette occasion, c'est une personne extraordinaire avec qui j'entretiens des liens vraiment très profonds. Parce que sans lui, je pense que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et également mes engagements dans cette discipline, c'est aussi pour lui rendre hommage parce qu'il est encore vivant. Je suis le porteur un peu de sa vision du sport, de sa vision d'éducation par le sport. Et c'est pour ça que je poursuis toujours cette dynamique. Et chaque jour, il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas à lui. D'accord. Alors, Monsieur Achille, avant on va en parler de la Fédération tunisienne de tennis et votre passage, votre expérience. C'est important de partager votre opinion avec tout le public, toute la famille du tennis. Mais avant tout, je veux savoir comment vous analysez la situation du tennis en Afrique aujourd'hui avec ses forces et ses faiblesses. Vous avez vécu beaucoup en France et vous avez vécu beaucoup en Europe et maintenant je pense que vous êtes en Amérique du Sud. Donc vous connaissez un peu le tennis un peu partout dans le monde. Comment vous analysez l'état du tennis africain aujourd'hui, Monsieur Hachi? Écoutez, l'état de ce sport, l'état de ce sport en général dans les pays pauvres, je ne dirais pas en Afrique en particulier, dans les pays pauvres, c'est souvent à l'image de notre économie. Le tennis et l'économie sont liés et il faut réellement intégrer ça. Et quelques pays qui ont essayé, dont le vôtre dans le passé, qui ont essayé d'aller à l'excellence occidentale, comme le Maroc ou l'Afrique du Sud, ça a été souvent grâce à la volonté d'un homme. Au Maroc, ça a été la volonté du roi. Chez vous, ça a été la volonté de Tarak, shérif, dont je rends mes respects et vraiment toute mon admiration pour la transition à la CAT, à la présidente de la CAT qui s'est opérée. On va en revenir. Donc, je ne fais pas partie des gens qui rêvent. Je ne pense pas que le tennis, il n'y a pas longtemps encore, je disais, si j'étais un décideur politique, jamais je ne construirais des cours de tennis parce qu'il y a d'autres priorités dans nos pays. Pourquoi? C'est juste indécent pour un décideur politique de construire un espace aussi grand
aussi réservé juste pour voir deux personnes frapper dans une balle de tennis, dont le tube coûte aujourd'hui 10 euros et dont les raquettes coûtent aujourd'hui 100 et quelques. Et ça, pourquoi je vous dis ça? Je pense que je suis peut-être en train de vous choquer. Pourtant, c'est un sport d'une utilité sociale incroyable. Pourquoi? Parce que le tennis traîne encore l'image qu'il véhicule de sport de riche, de sport qui ne prend pas sa part sociale dans notre environnement socio-économique. Nous ne prenons pas notre part dans cet environnement social économique. Pourquoi? Parce que nous sommes renfermés sur nous-mêmes. C'est quelques personnes qui ont les moyens, qui ont les raquettes, qui jouent au tennis et en longueur de journée, vous allez voir un espace bétonné sans personne. Donc, aujourd'hui, pourtant, c'est la démonstration que votre pays vient de faire, que le tennis peut être un outil socio-économique formidable. Donc, nous suivons de très près ce qui se passe chez vous. Nous suivons de très près ce modèle économique qui a été instauré dans votre pays. Et je peux vous dire, sans fanfaronner ou soutenir Salma ou qui que ce soit, que vous avez été courageux. Vous avez été très courageux et vous avez fait la démonstration que le tennis peut prendre sa part dans les préoccupations sociales et économiques. C'est ce que vous avez fait. Et moi, ce qui m'attriste un peu dans la situation actuelle dans votre pays, je me rappelle ça fait des faits politiques qui m'ont beaucoup marqué en France. Ça a été la mort de Bérégovoy. Bérégovoy était ministre sous François Mitterrand. Et à son décès, François Mitterrand disait « Ne jetez pas aux chiens l'honneur d'un homme ou d'une femme », en parlant des journalistes. Dans nos critiques, nous devons rester. Et dans notre environnement, nous sommes dans un environnement de tradition familiale. Nous sommes dans un environnement où l'aîné, nos aînés ont de la place, ont le respect qu'on doit leur donner. C'est pour cela que je pense que c'est pour ça que j'ai accepté votre invitation, maire. Non pas pour défendre ce qui se passe en Tunisie, mais pour vous dire, nous avons une tradition très forte. Nous avons une tradition extraordinaire. Ne nous mettons pas dans la démarche si bien même respectable de l'Occident. Nous devons garder nos valeurs, les respects que nous devons à certaines personnes. Donc pour cela, moi je dis, vous êtes un modèle que nous observons de très très près. Et beaucoup de pays africains vous observent parce que vous avez fait la démonstration. Et je ne suis pas surpris d'un peuple décomplexé, du tennis du Sud décomplexé. Et c'est ça ce que nous voulons voir. Et parce que vous êtes notre grand frère, vous êtes notre grand frère du tennis pour tous les peuples du Sud. Nous vous observons. Moi, je n'arrête pas de citer le modèle tunisien. D'accord, d'accord. Et pourquoi? Voilà. On va en débattre sur on va en parler plutôt sur le modèle tunisien. Mais restons sur le modèle africain. Monsieur Achille, vous avez dit que on a un problème un peu politique et la situation, la stabilité de ces pays africains, peut-être que ça influence beaucoup sur la situation du tennis. Mais je vais vous citer quelques chiffres et je veux bien que vous me commentez ces chiffres-là. Pour le tennis africain, Monsieur Achille, on va prendre les 10 meilleurs joueurs africains depuis l'histoire. On a eu beaucoup de Sud-Africains comme John Crick, il était 7e mondial en 1984. On avait Kevin Curran, Sud-Africain, il était 5e mondial. Il a gagné 2 grands chelems. C'était aussi dans les années 80. On avait Ferreira, le Sud-Africain, il était aussi dans le top 20. Après, on avait les Marocains, les 3 Marocains, Younes El-Ainaoui, qui était 14e ATP. Derrière, il avait Hichem Arazi, Karim El-Alami. Les deux, ils sont 22, 25e mondial. On avait un joueur du Zimbabwe qui s'appelle Byron Blake. Byron Blake, oui, c'est ça. Il était 22e mondial. Byron Black. Oui, 22e mondial. On a eu l'Égyptien aussi,
l'Ismail Chefri, il était aussi un bon joueur classé à l'échelle ATP. Et récemment, on a eu Anderson, le Sud-Africain, qui était cinquième mondial. On a eu Ons Jabeur, qui était sixième. On a eu l'Égyptienne, la fille, la Maya Sherif, qui était dans les top 50. Si on fait, pour faire un petit récap, récemment, Monsieur Achille, les joueurs ATP africains classés sur le circuit WTA et ATP, sur le circuit ATP, on a 32 joueurs. Sur le circuit WTA, on a 19. Ça fait un total de 51 joueurs africains qui sont classés sur le circuit ATP WTA maintenant, à cet instant-là. Si on fait une petite comparaison en prenant des pays, juste une seconde, en prenant des pays comme les États-Unis, qui ont maintenant, Monsieur Achille, 300 joueurs classés WTA et ATP. En prenant la France, qui a 227. En prenant l'Italie, qui a 216. En prenant l'Espagne, qui a 117. En prenant la Serbie, qui a 44. Donc, c'est des pays, c'est pas des continents. Hein. Donc, nous, en tant que continent, on a 51 joueurs seulement. C'est le nombre, ça. Si vous voulez débattre de la qualité de ces joueurs-là, est-ce que vraiment il y a 2, 3, 4 vraiment qui peuvent faire vraiment le haut niveau? Les autres, bon, ils font de leur mieux, mais ça dépend. Est-ce qu'ils vont vraiment tenir bon ou non? Comment vous pouvez lire ces chiffres-là, Monsieur Achille? Ben, je pense que d'abord, je vous félicite pour cette analyse en termes statistiques. Mhm. Mais en réalité, le haut niveau, c'est comme si vous demandez à un pays qui n'a pas une industrie d'avoir l'industrie nucléaire. Quand on parle de Wayne Ferreira, quand on parle de tous ces joueurs que vous avez cités, je vous ai expliqué tout à l'heure que le haut niveau coûte cher, très très cher. Moi, j'ai vu des familles en Occident s'endetter, divorcer, en essayant de poursuivre le haut niveau. Le haut niveau, pour moi, c'est une autre organisation. Je l'ai essayé, je l'ai vécu. Je suis sorti de cette réunion avec M. Boussayen après l'interview avec numéro 1 mondial, Mauresmo, et Ingis, j'avais les larmes aux yeux. Vous savez combien ça coûte un entraîneur pour le haut niveau? Ça coûte 50 000 $ par mois, rien que l'entraînement avec des présences très limitées. Vous avez vécu l'expérience avec Lucas en ce qui concerne Ons. Vous avez vu un moment, Ons a été toujours talentueuse. Si c'était dans un système occidental, ça fait longtemps qu'elle aurait eu l'éclosion attendue. Pour moi, Ons, ce n'est pas une surprise. Ce qui a manqué, c'est l'argent. Beaucoup d'argent. Et donc, il faut comparer ce qui est comparable. D'accord. Nous avons parce qu'on ne peut pas faire cette comparaison. Parce que faire cette comparaison, c'est ignorer l'essence même du haut niveau. Le haut niveau, c'est le circuit. C'est des journées à tourner en absence de la famille, des billets d'avion à payer, un entraîneur à payer, etc., qui démarre, ce n'est pas sur 5 ans, c'est sur 15 ans le haut niveau de financement. Où on trouve l'argent dans un système où on cherche de l'argent pour manger. Moi, je connais très bien la Fédération tunisienne de tennis. Même moi, des missions, des fois, ils n'avaient pas l'argent pour me payer. Je vous fais des confidences. Nous avons travaillé par passion, par amour, par démonstration. Donc, pour moi, j'ai arrêté un moment de regarder les grands chelems parce que c'était une grande frustration pour moi. Et je disais dans mes publications que ce championnat est illégal. Pourquoi? Il est certes international, mais il n'est pas international dans l'équité, dans la chance, l'équilibre des chances. Ceux qui peuvent payer, c'est eux qui sont au haut niveau, mais il faut se dire la vérité. Les États qui peuvent financer. Le Maroc, Arazi, toute la génération, ça a été financé par le roi.
Une fois que le roi a arrêté, coupé les robinets, qu'est-ce qu'on a vu au Maroc? C'est la disparition quasi instantanée du tennis du haut niveau. Nous avons expérimenté quelque chose en Afrique noire avec la Côte d'Ivoire, Mhm. où le Georges Goven, qui a été sous Houphouët Boigny, logé à l'hôtel Ivoire pour former des joueurs ivoiriens. Nous avons eu rapidement, en espace de 5 ans, des résultats extraordinaires. Pourquoi? Parce que la technicité, il faut des cadres compétents, on va en parler, puisque c'est un sujet qu'on va aborder. Il faut le financement. Et aujourd'hui, pour moi, vous avez fait un hold-up, la Tunisie. Vous avez fait un hold-up. Parce que toute cette éclosion, ça a été après la Révolution. Mhm. D'accord. C'était après la Révolution. Il y avait une grande souffrance économique dans votre pays. Et je ne sais pas par quel miracle, si tu me demandes aujourd'hui comment on s'est arrivé, pour moi, c'est un miracle. C'est un miracle et c'est une femme très courageuse parce que ce qu'elle a accepté, ce qu'elle a attendu, espéré à cet âge pour que ça puisse avoir lieu finalement le résultat, pour moi, ça, c'est de l'ordre de l'exceptionnel. D'accord, d'accord, Parce d'accord. que tout son chemin, toute sa trajectoire, ça a Oui. été que des épreuves incroyables. Incroyables. Pour une Euh, femme en plus, c'est pas un mec. oui, 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 je suis tout à fait d'accord avec vous. Juste une petite interaction concernant, on va en parler maintenant, si vous voulez, de la situation de la Tunisie. Euh, Aujourd'hui, Monsieur Achille, c'est notre fédération. Le budget, il est à peu près de 8 milliards tunisiens. C'est-à-dire, si on peut les convertir en euros, je pense qu'ils sont là vers les 3,5. C'est-à-dire, elle est la fédération, la deuxième fédération la plus riche après la fédération du football. Donc, concernant les moyens, on a les moyens aujourd'hui. Je ne parle pas de l'époque de Hans quand elle était petite. Hein. Vous avez raison, on n'avait pas les moyens qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si on a les moyens, on a l'argent, est-ce que vous pensez que peut-être aussi qu'on doit revoir un peu nos stratégies, peut-être on doit revoir un peu la formation de nos coachs, peut-être qu'on doit revoir un peu nos méthodes de travail. Je ne sais pas euh, si vous avez des recommandations pour notre fédération, qui est peut-être qu'elle fait l'exception à l'échelle africaine sur le plan budgétaire, mais sur le plan résultat, on a Hans elle a eu beaucoup de chance pour arriver à ce niveau-là, mais derrière Hans, il n'y a pas grand-chose. Monsieur Achille, qu'est-ce que vous en pensez là? Écoutez, d'abord, je vais peut-être vous choquer, mais 3 millions d'euros pour une fédération, mais ce n'est même pas le budget d'une ligue de tennis. Je D'accord. ne savais pas. Mais si vous comparez, parce qu'il faut comparer aussi les choses par rapport à leur échelle, ce n'est même pas le budget d'une ligue en France. Ce n'est une ligue, une petite ligue sur 3 millions, c'est quasiment dérisoire. Donc, vous placez 3 millions d'euros face à une institution, une fédération comme la Russie, comme la Serbie, comme les États-Unis, où on dit que la compétition, on va démarrer au même niveau. Vous voyez un peu, ça reflète un peu ce que je vous disais. Ce n'est pas le même départ. C'est comme si vous demandez à un poids lourd, Mike Tyson, de combattre avec 50 kilos. On n'est pas dans ça. Heureusement, et vous êtes bien placé pour le savoir, que ce n'est pas que l'argent qui fait la différence. Et heureusement, et Dieu merci, il n'a pas que l'argent. Et c'est là où votre fédération a été très forte. C'est là où vous, les Tunisiens, vous avez été très forts. Moi, je ne mesure pas le développement. Je ne mesure pas le développement d'une organisation, d'une fédération par le nombre de titres WTA ou de titres ATP. Je mesure le développement d'une fédération par toutes les valeurs ajoutées que cette fédération incite à. Si vous interrogez aujourd'hui les arbitres en Tunisie,
je pense ils sont heureux de pouvoir vivre de leur travail. Si vous interrogez les constructeurs de terrain en Tunisie, ils participent à la construction des infrastructures. Si vous interrogez les clubs aujourd'hui qui ont tous accès à l'organisation de ITF Junior, etc., si vous voyez votre tournoi, aujourd'hui, vous avez des ITF Junior. Pour faire des ITF Junior, il fallait aller en Europe, acheter des billets, l'hôtel, les transports, le coach à payer. Vous avez tout ça à domicile aujourd'hui. Vous avez un WTA, vous avez les futurs à Monastir qui permet aujourd'hui à l'équipe nationale, quand j'ai vu les entraîneurs et certains joueurs de l'équipe nationale logés à l'hôtel à Monastir, je dis waouh, quel modèle économique. Mais aujourd'hui, mais sans vous décevoir, aujourd'hui, il faut le temps de la construction des choses. Vous êtes arrivé à tous les étages, pour moi, qui me sont sensibles. C'est l'emploi, la création de l'emploi pour les coachs, le développement des clubs. Tout à l'heure, on va en parler, j'ai quelques pistes. Et toute cette jeunesse tunisienne qui pratique le tennis en Tunisie aujourd'hui, les clubs, l'organisation des clubs, vous avez des lutins jusqu'aux juniors qui sont entraînés. En moyenne, vous avez 5-6 entraîneurs par club. Pour moi, c'est une étape nécessaire pour pouvoir amorcer réellement le développement. Donc aujourd'hui, vous avez le mérite de critiquer, bien sûr, c'est de votre rôle, c'est de votre responsabilité. Pour moi, la réussite, et c'est là où nous devons faire attention, vous et moi, nous devons faire attention. Il faut faire attention, comme je vous l'ai dit, ne pas s'enfermer dans la dictature d'une raison. Notre raison, nous ne vivons pas la technicité, nous sommes des techniciens. Mais avant l'expression de la technique, il faut l'organisation administrative. Et je félicite tous ces secrétaires de la Fédération tunisienne de tennis qui font un travail, qui sont dans l'ombre, qui font un travail incroyable. Et je profite de l'occasion pour remercier une personne. Vous n'avez peut-être pas mesuré sa place dans l'environnement de cette éclosion du tennis tunisien, c'est Asma. Asma, quand je venais en mission, avec sa voiture, on construisait les routes des nuits à tourner de club en club. Asma Chatani, qui est la préparatrice mentale, etc. etc. Donc aujourd'hui, sans brûler les étapes, c'est nécessaire le moment que vous êtes en train de vivre. Aujourd'hui, vous voulez de l'énergie, mais vous avez pu hisser une personne au sein du réacteur nucléaire. C'est Salma. Les décisions de l'ITF, vous ne savez pas, moi j'ai travaillé pour l'ITF. Moi je vous fais une confidence. Aikel, la dame nous dérangeait à l'ITF, pourquoi? Parce qu'il se battait pour le développement du tennis en Tunisie. On a donné la recommandation qu'il soit viré, Aikel. Boussaïen a refusé. Boussaïen a dit, s'il faut mourir, je mourrai avec Aikel. C'est comme ça Aikel a été maintenu comme secrétaire général à la Fédération tunisienne de tennis. D'accord. Parce qu'il dérangeait. Moi, juste une petite parenthèse, j'ai été très, très affecté par la crise qu'a connue mais j'ai quelques idées entre Aikel, Salma et Boussaïen. C'est dommage. Parce que Aikel, tu le connais très bien, il a sa personnalité. Mais quel travail il faisait, ce monsieur, incroyable. Un moment, je pense, le problème, après l'ITF, ça a été ces attaques en direction de la municipalité de Maigri. Et une institution comme la Fédération tunisienne de tennis, je pense, a été sous la pression politique. Sous la pression politique entre le choix de Heikel ou avoir l'État tunisien contre cette institution. Donc, ça a été, cette période, je l'ai beaucoup appréciée et je n'aimerais pas être à la place de Salma. Je me suis dit, comment elle va gérer ça? Comment elle va faire ce choix? Donc, ça a été difficile. Donc, il faut que vous intégrez ça dans votre analyse, dans vos débats, intégrez ça. Parce que nous sommes d'une tradition respectueuse.
il faut comprendre les choses avant de se lancer dans des critiques. Moi, ce sont des personnes que je respecte beaucoup, mais l'approche politique des choses nous complexifie certaines décisions et qu'il faut intégrer dans nos analyses et dans certaines décisions que l'autorité publique a pu prendre ou l'autorité institutionnelle, comme une fédération, a pu prendre. Donc, D'accord. Juste, excusez-moi, Monsieur Achille, pour interagir un peu avec vous. euh, Sûrement que ces pays-là qui ont réussi à avoir des champions dans le tennis, on ne peut pas se comparer avec eux, comme vous avez dit maintenant. Mais certainement, il y a des outils, il y a une stratégie qui a été mise en place, il y a une manière pour gérer les élites, pour gérer les meilleurs joueurs, pour faire accompagner ces jeunes-là. Parce que même nos jeunes Tunisiens ou Africains, à certain âge, quand ils partent en Europe, ils peuvent jouer largement bien avec ces jeunes-là, mais après, les autres joueurs, l'écart il devient énorme. Donc, que pensez-vous qu'est-ce que vous proposez en tant que terme stratégique pour le développement du tennis africain? C'est-à-dire, à part les moyens financiers qui sont importants, où avez-vous vu des lacunes dans le tennis africain? C'est-à-dire sur la gestion des joueurs, on n'a pas vraiment des entraîneurs très compétents pour qu'ils puissent mener ces jeunes-là dans le haut niveau. Si on parle de la Serbie ou de la Croatie ou des pays comme ça, ils n'ont pas vraiment des grands moyens comme l'Amérique, comme l'Espagne, comme la France, mais ils font des champions chaque année. C'est des petits pays, ils ressemblent un peu aux pays africains, mais c'est vrai, ils ont une tradition mieux que nous. Qu'est-ce que vous proposez pour faire développer le tennis sur le plan technique? Voilà, sur le plan technique. alors, avant de parler du plan technique, vous savez, je vais vous donner la comparaison et je vais revenir sur votre exemple en citant la Serbie. La Serbie a une culture russe. C'est les anciens pays de l'Est. Ils sont devenus petits, mais dans la tête des dirigeants, ils sont dans l'excellence de l'organisation, à la russe, bien sûr. Et vous connaissez la méthode russe. Et en même temps, je profite de l'occasion pour avoir une pensée à Shakib. Shakib, Oui, que j'ai eu en formation avec toi, qui était un monsieur extraordinaire. Quand il vous faisait la démonstration biomécanique, c'était exceptionnel. Mais qu'est-ce qu'on en a fait de ces cadres-là, de ce cadre, de cette dimension? Qu'est-ce qu'on en a fait? Moi, à un moment, il m'a manqué parce il venait, je crois qu'il étudiait dans un pays de l'Est à l'époque quand il avait fait la formation. oui, oui. Il est Alors, au donc, Koweït, je crois, au Dubaï. Je sais plus, voilà. mais oui. Donc, comparons ce qui est comparable. Bien évidemment, c'est là où vous avez été fort. Là où vous avez été fort, c'est là où il y a. Parce que s'il suffisait d'avoir de l'argent pour faire du haut niveau, les pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite seraient les meilleurs du monde. Donc, ce n'est pas uniquement un problème d'argent. D'accord. Et je vais vous dire, moi, j'ai eu à gérer 26 pays au sein de l'ITF, 26 pays africains. J'étais dans les séminaires, etc., etc. J'ai eu comme directeur Dave Miley, que vous connaissez très bien, qui est un monsieur exceptionnel, Oui. etc. Et le problème auquel on a été confronté, qui pour moi au tennis n'est que le reflet de nos sociétés, de nos dirigeants, c'est que les gens qui sont à la tête de nos institutions ne sont pas connaisseurs de l'activité. C'est le D'accord. premier point. Si D'accord. vous ne connaissez pas l'activité, vous ne pouvez pas faire émanciper l'activité. Vous ne pouvez pas la développer. Donc aujourd'hui, c'est aussi ça la chance que vous avez dans votre pays. Salma, elle connaît le tennis. Elle est sociologue. C'est une mère de famille. Moi, excusez-moi, je suis en admiration devant la charge du travail qu'elle a eu à faire en si peu de temps. Donc, aujourd'hui, pour revenir au tennis africain, comme vous le savez, j'ai un rêve extraordinaire et je vais le réaliser, c'est que le potentiel de départ est là, c'est-à-dire la capacité à, à ingurgiter la charge de travail. Et moi, je m'amuse souvent à dire dans les conférences que le tennis, le haut niveau du tennis, c'est un sport d'ouvriers
qui est pratiqué par des bourgeois. D'accord. Parce qu'il faut être fondamentalement ouvrier pour faire ce sport du haut niveau. Si vous voyez Nadal, la charge du travail, même le monde dans les mines, il ne bosse pas comme ça. Donc, d'abord, il faut structurer nos fédérations. Moi, j'ai la chance d'être dans un pays où le gouvernement a décidé de construire 24 pays, le Bénin, 24 stades de foot en 18 mois, 24 stades où ils ont mis des terrains de... Ce ne sont pas des pacotilles, hein, ce ne sont pas des terrains de gazon qu'on met à la campagne. C'est 24 stades avec des tribunes, construits par un gouvernement africain. Où ça? En 18 mois, au Bénin. Au Bénin, d'accord. Dans mon pays. Je regrette juste que dans cette dynamique, ils n'ont pas pu mettre 2 terrains de tennis par stade. S'ils m'avaient mis 2 terrains de tennis par stade, je serais encore chez moi. En train de voir même de travailler gratuitement. Parce que là, comme vous le savez, maire, nos jeunes, nous sommes dans des pays, on parle de millions d'habitants. On parle d'une jeunesse qu'il faut occuper par le sport. Vous savez peut-être pas, mais au Bénin, on a en tout aujourd'hui peut-être 8 terrains de tennis, 8-10 terrains de tennis dans tout le pays. Mais nous avons sorti des joueuses à 14 ans qui sont moins 15, moins 30. Nous avons sorti des joueuses qui ont battu numéro 1 française dans la même catégorie d'âge. Pourquoi c'est possible? Parce que la matière première est là. C'est comme si vous voulez faire la route, il vous faut du goudron, il vous faut des ingénieurs. Donc, nous avons de la potentialité. Excusez-moi, dans les mêmes longueurs d'onde, comment pouvez-vous envisager une collaboration entre les nations africaines pour renforcer le tennis sur le continent? Là, vous êtes en train de parler la politique du pays, le nombre de terrains, nos jeunes qui arrivent à battre les meilleurs en Europe ou en Amérique. Est-ce que vous pouvez envisager un truc que les meilleures nations en Afrique, ils peuvent collaborer ensemble pour faire un truc pour le bien du tennis africain? Oui, mais vous savez, c'est ce que l'ITF a essayé d'initier et que ça n'a pas marché parce qu'il a encore une fois la pression politique. On a vu le centre ITF au Sénégal, on a vu au Maroc, en Afrique du Sud et actuellement chez vous. Et que l'excellence n'est pas dans la courtoisie. L'excellence, c'est l'excellence. On ne met pas les enfants dans un centre de haut niveau par le plaisir ou pour des considérations politiques. On les met parce qu'ils ont du potentiel. Et que chaque dollar ou chaque euro ou chaque dinar doit compter. Donc, aujourd'hui, au crédit de la Confédération africaine de tennis, et pour une fois, nous avons connu une transition pacifique et pacifiée, une transition extraordinaire dont personne n'en parle. Nous avons eu l'élégance de Tarak Chérif qui a laissé la présidence et fait la transition au président de mon pays, Jean-Claude Talon, dont je salue toute la stratégie et puis l'efficacité. Et aujourd'hui, vous ne pouvez rien réaliser dans un environnement si vous ne vous appuyez pas sur une organisation. L'Afrique est en train de s'organiser. Avant, il y a quelques années, on disait que l'explosion de l'Afrique, ça va être dans 25 ans, dans 20 ans, et je me dis, l'explosion de l'Afrique, c'est dans 2-3 ans. Il y aura des mouvements incroyables. Et que, on parle de 2-3 ans, mais c'est-à-dire on sera vivant pour voir. On sera vivant pour voir ce continent. Moi, je suis excité de voir ces pays s'organiser administrativement, se structurer et se lancer dans la compétition. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la compétition. Nous sommes juste des nations dans lesquelles il y a des institutions de fédération qui ont pour mission que d'aller voter à l'ITF. C'est malheureux. D'accord. Nous avons dans des pays, même on a 2-3 terrains de tennis. Vous prenez un pays comme le Niger, on a 2-3 de tennis et nous sommes comme aux Nations Unies, nous sommes juste des porteurs de voix. Et ça doit changer grâce à ce que vous êtes en train de faire, grâce à la confiance que vous êtes en train de donner à cette jeunesse tunisienne.
Parce que quand je vois le team autour de 11, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte, en termes de confiance en soi, en termes de confiance à cette jeunesse tunisienne, en termes de confiance au coach tunisien, en termes de confiance et à tout ce peuple, c'est exceptionnel. Et ça n'a pas de prix. Et ça n'a pas de prix. Quels que soient les résultats de 11, je pense que sur ce point, vous avez déjà remporté la médaille d'or. Le WTA, vous l'avez déjà remporté. Parce qu'aujourd'hui, en Tunisie, qui aurait pensé, Maher, Antoine et moi, qui aurait pensé que les cafés réservés pour les hommes allaient regarder un match de filles en direct avec 11 en jupe? Franchement, si ce n'est pas des avancées sociales, donc nous avançons, nous vous observons avec une grande admiration et avec beaucoup de respect et que vous allez réussir. Vous allez réussir à condition que vous défendez vos acquis, que vous ne vous trompez pas de combat. Ne vous trompez pas de combat. En La parlant, technicité, excusez-moi, M. Achille, en parlant de Ons, il y a beaucoup de jeunes africains, des garçons, des filles qui rêvent d'être un jour comme Ons Jabeur. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes joueurs et joueuses de tennis en Afrique pour maximiser leur potentiel et réussir sur la scène internationale? vous savez, il y a Lucas qui vous avait apporté une réponse. Il y a une seule voie pour le haut niveau, c'est le haut niveau. Il n'y a pas une voie alternative. Il n'a pas la voie de dire je vais passer par les États-Unis, aller remplir les universités aux États-Unis. Non, c'est la voie de garage. Il n'a pas une voie de dire je vais aller dans une académie. En Europe, c'est une voie de garage. Parce que si les Occidentaux avaient réellement la pépite, ils vont se la conserver, la pépite. Donc, il nous appartient de nous organiser, de soutenir cette jeunesse. Parce que vous et moi, nous avons l'expérience aujourd'hui. Nous avons parcouru le monde. Nous savons ce qui peut marcher et ce qui ne peut pas marcher. En dehors de toute considération financière ou commerciale, aujourd'hui, il y a lieu de mettre en place des structures efficaces, comme vous avez fait. Moi, quand je vois ETF Junior chez vous, je dis, mais Seigneur, je dis, voilà, mais c'est exceptionnel. Et il y a plus de 50 semaines de ETF Junior en Tunisie. Ça veut dire que sur le plan économique, vous évitez aux parents d'aller courir dans les ambassades pour avoir le visa, d'aller dans les hôtels qui coûtent cher, vous limitez les problèmes de la compétitivité. Donc, il y a tout ça à structurer aujourd'hui. Donc, pour la jeunesse, aujourd'hui, moi, je ne vends pas du rêve. Je me méfie de mettre les gens en situation d'échec. D'accord, Pourquoi? d'accord. Parce que après le tennis, il y a une vie. Il y a une vie après le tennis. Oui. Et le haut niveau, comme vous le savez, ce n'est pas tout le monde qui lui réussit le haut niveau. Donc, je dis attention. En revanche, moi, ce que je leur conseille, allez au bout de votre passion. Et il est de nos responsabilités collectives en tant qu'institution, en tant que coach, en tant qu'administration, de les accompagner au mieux et non de leur mentir, de dire que c'est facile. Ce n'est pas facile le haut niveau. C'est très dur. On ne lance pas sur un ring. On ne met pas sur un ring. Excusez-moi, M. Achille. Oui. En parlant des entraîneurs, la formation des entraîneurs est-elle un aspect crucial pour le développement du tennis en Afrique? Et comment pouvons-nous nous améliorer cette dimension-là? Je pense que nos entraîneurs ne sont pas mauvais. Il faut faire attention à ça. Nos entraîneurs ne sont pas mauvais. Si vous prenez par exemple, j'ai un entraîneur dont j'ai oublié le nom en Tunisie, qui avait commencé à entraîner à Gazulek, je crois, j'ai oublié le nom, qui est très très bon. Pour moi, j'ai oublié le nom, ça va me revenir. Nos entraîneurs ne sont pas. Oui. Donne-moi quelques noms d'entraîneurs, mais après ça me revient. Il est au Gazélec Nos entraîneurs maintenant? ne sont pas. Oui, il doit entraîner en cours privé. Mouaz Hashish qui fait Faris.
Moi, Fares, Fares, oui. Ah, moi, je suis un inconditionnel fanatique de Fares. Ah, vraiment, c'est quelqu'un. Non, c'est quelqu'un qui sait travailler. C'est quelqu'un D'accord. qui sait travailler. Bon, il n'a pas pu travailler avec la fédération. Je regrette. Et voilà. Donc, et pour revenir à votre question, euh, euh, la formation elle est bonne, peut-être pas adaptée parfois. Le mois de juin dernier, j'étais dans votre pays. Pourquoi je n'ai pas communiqué autour de ça parce que je voulais éviter toute considération politique hein, de mon passage, parce qu'il avait les Jeux africains de la plage et en même temps, j'avais mes compatriotes qui sont aujourd'hui au service du tennis tunisien. Donc, moi, mon approche, c'est euh, réellement de former les gens par rapport aux besoins. Donc, je suis passé dans les clubs, j'ai vu les dirigeants, j'ai échangé avec le directeur technique des clubs et nous avons évalué les points faibles en ce qui concerne les entraîneurs. Et dans la foulée, nous avons organisé un séminaire à Abidjan et au Bénin pour qu'ils soient meilleurs, qu'ils soient en mesure de répondre efficacement aux besoins de leur structure. Juste un exemple pour vous donner un exemple. Aujourd'hui, et, et Oui. je pense que vous n'appréciez pas ce que vous avez. Aujourd'hui, en Tunisie, vous avez les coachs tunisiens, ce sont des intellectuels, ce sont des professeurs de PS qui ont une maîtrise de la connaissance scientifique de l'organisation. Vous avez des préparateurs sur le plan mental que l'université sort. Vous avez eu dans le passé et le lycée sportif. Vous avez des gens expérimentés qui sont dans ce pays. Quand je pense au directeur de la CAT, Hicham, euh, Hicham, etc. Mais notre problème, ce n'est pas le problème de nos cadres. D'accord. Aujourd'hui, dans les clubs, moi, la dernière fois, j'étais allé à Sharia. Sharia, on m'a dit, oh, mais nous, on est un petit club, on n'a que À trois coups. Fax, à Fax, oui. Trois coups à côté de Sfax, Oui. trois coups, mais 300 adhérents. C'est 300 adhérents. Oui, c'est Pour eux qui les manquent. entraîneurs, les enfants, Oui. les entraîneurs, il a les entraînés de lutin, lutin 2, de poussin, poussin 2, de benjamin, benjamin 2, de minime, minime 2, de cadet 1, cadet 2, de junior. Mais vous Oui. savez, il y a combien de pays au monde a la capacité d'offrir ce cadre d'entraînement dans un club? Très peu. Moi, je connais très bien la France, mais très, très peu. Peut-être peut-être deux ou trois clubs par ligue pouvant offrir ça. Donc, notre organisation, votre organisation n'est pas mauvaise. Les coachs ne sont pas mauvais. Le problème est ailleurs. Par exemple, aujourd'hui, en Tunisie, il a plu en Tunisie. Beaucoup de clubs sont fermés parce que les terrains sont mouillés. Aujourd'hui, en Amérique du Sud, certains pays ont compris. Ils font des cours abrités, des cours D'accord. juste parce qu'il fait chaud, c'est un pays qui fait chaud, des cours juste couverts, et c'est financé par les panneaux solaires, par les panneaux photovoltaïques. C'est ça que nous apportons dans nos pays aujourd'hui comme ressources. Moi, je m'amuse à dire, mais vous m'avez envoyé comme boursier à l'étranger, mais vous ne vous appuyez pas sur moi pour les connaissances capitalisées. Nous nous tournons dans le monde, nous savons ce qui marche. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème d'intempéries où un club ferme ou un centre ne peut plus s'entraîner. Pourquoi? Parce que, eh bien, on a des structures financées par les photovoltaïques où on peut jouer même à midi, même quand il pleut, même quand il vente, etc. Donc, voilà un peu ce qui manque dans nos clubs. Moi, je vois aujourd'hui tous les clubs qui communiquent très bien en Tunisie. À cause d'intempéries, on ne peut pas faire des cours. À cause d'intempéries, on ne peut pas faire des cours. Mais ces cours que nous ne faisons pas, c'est du temps perdu sur les autres qui ont des cours couverts. D'accord. Voilà, ce sont des entraînements en manque. Donc aujourd'hui, ça fait des pistes, ça fait partie des pistes, bien évidemment, que je suis en train de, moi, j'aime pas garder les choses. Je pense que les bonnes idées doivent être partagées. Que je Pour, souffle comme ça. pour les bonnes idées, qu'est-ce que vous en pensez pour la formation des entraîneurs? C'est-à-dire,
on fait une équivalence ou un diplôme qui est reconnu à l'échelle africaine. Aujourd'hui, on a le level 1, level 2, level 3, c'est reconnu à la Fédération internationale de tennis. Tout ça, c'est bien. Mais que pensez-vous de faire un truc pour le continent africain? Qu'est-ce que vous en pensez de cela, M. Achille? Oui, mais encore une fois, cela suppose que le marché existe. Il faut que le marché de l'emploi existe. D'accord. Et qu'aujourd'hui, même level 1, level 2 ne sont pas reconnus dans d'autres pays. Même entre Africains, ce n'est pas reconnu, ce n'est pas un diplôme international, c'est un diplôme national. Et c'est là où la Fédération tunisienne a eu le mérite d'avoir inventé ces diplômes nationaux D'accord. aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, moi j'ai mes compatriotes qui sont, j'ai 10 entraîneurs béninois qui sont en Tunisie. Pourquoi? Parce que quand j'étais expert et quand je passais régulièrement en Tunisie, c'était triste de voir des clubs comme Kilibia, des clubs comme Kérouan, des clubs comme Mseken manquer. Dans le Sahel, ils n'avaient pas d'entraîneur. Le problème récurrent, c'est quoi? On n'a pas d'entraîneur. Tous les entraîneurs étant fixés sur les côtes. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent gagner correctement leur vie. Aujourd'hui, moi, je suis très heureux de voir qu'à Kérouan, Mseken, ils n'ont plus de problème d'entraîneur. Donc, c'est déjà un pas important dans la formation du joueur que nous sommes en train d'aborder. Maintenant, je vous rejoins complètement sur la qualité des entraîneurs, la qualité de la formation. Oui, il faut que des cadres comme vous, mais il faut que des gars comme, j'ai oublié son nom, qui est au Canada, Youssef, et, Youssef. et, Youssef, vous avez des compétences en interne et que vous devez transcender vos problèmes pour vous inscrire dans une dynamique nationale réellement, pour former. Parce qu'aujourd'hui, nous attendons beaucoup de vous. Toutes les questions que vous posez, les diplômes sur le plan africain, si la Tunisie impulse ça, les autres pays africains vont suivre. Moi, j'ai mon président de la fédération, Jean-Claude Talon, ce n'est pas un idiot. Il est venu en Tunisie, il s'est entretenu avec Hassanma, il a analysé en profondeur le modèle économique de l'organisation du tennis en Tunisie. Nous sommes dans un pays où le tourisme est en train de prendre un essor important. Nous allons dupliquer votre modèle parce que ça marche, parce que c'est adapté à notre réalité. Pourquoi? Ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas dans votre pays qui viendra vous trouver des solutions. Les solutions doivent être endogènes. Les solutions doivent être adaptées à la réalité de nos environnements. Bien Moi, la sûr. Tunisie, il m'a fallu 10 années pour pouvoir comprendre la réalité tunisienne. Et je remercie tous ces clubs, tous ces présidents de clubs qui m'ont toujours bien accueilli en Tunisie, toutes ces personnes vraiment qui m'ont réservé. Vraiment, je me rappelle encore de Faker, le président, je crois que c'était un procureur, il était à la fédération, un jour, Fekher Baraket, Faker, Fekher Baraket, oui. voilà, j'étais dans une visite à Nabeul et il me dit, Achille, écoute, vous avez trop roulé, j'étais avec Asma, mais vous allez dormir à Fakher parce que je veux que tu restes là, tu manges dans un bon restaurant, tu restes là, etc. Et cette attention et cette considération dont j'ai fait l'objet dans votre pays, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est quelque chose pour lequel je suis réellement attaché. Et il n'y a pas un jour où je ne suis pas ce qui se passe en Tunisie. Je suis instantanément, j'essaie de comprendre ce qui se passe. J'essaie de vous, j'ai même proposé ma médiation un moment, au fort moment de la crise, parce que et pour l'Afrique, vous n'avez pas le droit de tout détruire. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est un modèle exceptionnel. Il n'y a pas de problème en Tunisie, à ma connaissance. Qu'il y ait des problèmes de personnes, de leadership, je peux comprendre, mais vous n'avez pas de problème. La prochaine étape pour moi que je vois pour la Tunisie, c'est que la Tunisie commence, pour parler de problèmes d'argent, commence à produire ses propres balles de tennis. Vous pouvez le faire. Vous avez suffisamment d'événements, de clubs, de consommation de balles pour que la Tunisie puisse produire les balles de tennis. Et que Oui, ces balles de tennis, on peut imaginer un pôle, un hub en Tunisie pour alimenter les fédérations de l'Afrique noire. C'est ce que nous attendons de vous. d'accord, Nous d'accord. voulons Oui, que oui, les... j'apprécie énormément votre vision et votre lecture positive, Monsieur Achille. Mais
moi aussi, j'ai une petite anecdote. J'étais avec un expert de l'ITF. On a parlé un peu. Je lui ai dit spontanément, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'a fait Ons? Il m'a répondu directement. Il m'a dit, écoute, coach, Ons, ce n'est qu'une exception. Dans le tennis mondial, le tennis africain, il est loin des années-lumière. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de parler? Après 11, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez rien du tout. Ce n'est pas un produit d'un système. C'était une exception. Comme ça peut être une joueuse du Bénin, comme c'était peut-être une joueuse marocaine ou égyptienne. C'est ça qui m'a touché, Monsieur Achille. C'est pour ça que je vous pose toutes ces questions et c'est pour ça que je réfléchis pour l'intérêt du tennis africain. Vous avez, Vous pas, vous savez, avez, juste, vous avez commencé au départ à certains moments, je dis peut-être que c'est un sport de blanc, qu'on n'a pas le droit, nous, en tant qu'Africains, d'être dans les meilleurs. Je ne sais pas. Mais c'est ce qui m'a poussé à réfléchir et aller plus loin pour réfléchir comment faire pousser le tennis africain vers le haut niveau. C'est ça. non, mais vous avez complètement raison, mais moi, je suis né en Afrique, Oui, oui. mais toute la plus grande partie de ma vie, je l'ai passée en Occident. Donc, les gens j'ai fait 15 ans au Bénin et j'ai fait plus de 40 ans à l'étranger. C'est pour vous donner la comparaison dans plusieurs pays. Nous avons énormément capitalisé en expérience. Moi, le premier discours qui m'a profondément choqué, ça a été l'extension de l'ETF en Afrique. On nous dit, on ne peut pas faire de champion en Afrique. C'était là dans une grande conférence. Ça veut dire que une institution comme les Nations Unies, c'est comme si les Nations Unies disaient, la guerre est normale en Afrique. C'est comme si une institution disait, nous prenons la paix, mais le désordre est légitime chez vous. C'est comme si une institution dit, mais nous vous invitons à la scène mondiale, mais nous savons que vous ne pourrez pas être sur la scène mondiale. Ça a été la plus grande insulte pour moi, en tant que, en tant que d'abord citoyen africain et en tant que technicien. Pourquoi? Parce que je me dis, ça veut dire qu'en me donnant une bourse, moi personnellement, ils étaient convaincus que je n'allais pas arriver à grand-chose. Donc, ça veut dire que, et aujourd'hui, ce qu'on sait faire, ça n'a fait que la démonstration. C'est peut-être un accident, mais un accident qui s'explique. Si on avait des entraîneurs expérimentés, si on avait l'argent pour payer ces entraîneurs expérimentés, qu'on a pu, qu'on n'a pas pu prendre, comme Amélie Mauresmo, comme Ons Martina Hingis, Ons n'allait pas perdre autant de temps. C'est ça la question. D'où l'injustice. Vous me direz, la vie n'est pas juste. Donc, il y a une certaine injustice. C'est là où, moi, je viens d'un pays où, sous le régime marxiste-léniniste, il avait un slogan qui disait « Comptons sur nos propres forces, sur nos propres ressources, sur l'initiative créatrice de nos larges masses laborieuses, de nos villes et de nos campagnes. » C'est ce que vous avez fait en Tunisie. Vous avez compté sur ce que vous avez. Vous avez compté sur la force interne de la Tunisie. Vous avez compté sur ces coachs-là. Vous avez pu marier l'amour, en parlant du mari de Ons, avec un préparateur physique, avec un entraîneur. C'est ça l'intelligence tunisienne. C'est ça la classe tunisienne. Et c'est ça ce modèle. Merci, Monsieur Achille. Avant d'en terminer, est-ce que vous avez des messages, des conseils aux parents, aux joueurs, aux responsables, d'une façon générale? Mais moi, d'abord, Au coach aussi, bien je sûr. vais attirer je vais attirer votre attention d'abord sur le fait. Moi, mon papa m'a toujours dit, dans la vie, vous avez ceux qui ont la bouche et ceux qui ont les bras. Ceux qui ont la bouche, c'est ceux qui, dans le cadre de combat, attendent quelque chose de vous, parce qu'ils veulent manger, parce qu'ils ont faim. Donc, il faut leur trouver des places après la conquête du pouvoir.
Et vous avez les autres qui ont le bras, qui sont capables de s'habiller. Mon père m'a toujours dit, tu dois développer tes bras pour pouvoir t'habiller toi-même. Moi, là où on ne me, je n'attends rien de personne. Vous me verrez jamais revendiquer quoi que ce soit parce que je sais m'habiller. Ce qui me manque, même quand ça me manque dans mon pays, je suis capable d'aller chercher ailleurs parce que j'aime être heureux. J'aime être profondément heureux. D'accord. Et ce qui me manque, je ne dis jamais c'est parce que c'est la faute des autres. C'est toujours ma faute à moi-même. Et tous les jours, je progresse. Et tous les jours, je m'habille bien et très bien. Donc, ce qui fait de moi aujourd'hui un citoyen du monde. Je pense, j'ai juste peur de mourir à l'étranger, mais je suis heureux et j'aime partager ce bonheur avec les gens qui m'entourent. C'est pour ça que mes entraîneurs qui sont chez vous, je veille jalousement chez eux, sur eux. Je veille à ce qu'ils soient bien, à ce qu'ils n'heurtent pas la tendance, qu'ils n'heurtent pas l'environnement tunisien, etc. Et ce sont mes enfants, ces entraîneurs qui sont. Et je veille vraiment sur eux. Et je remercie ces entraîneurs et ces clubs qui ont eu le courage de les embaucher. Parce que dans la situation que vivait Sfax, par exemple, avec lié à l'immigration, il fallait être réellement courageux pour accepter un entraîneur de couleur black. C'était pas évident. D'accord. Mais je pense que le sport, c'est ça. Le sport, c'est transcender un peu les problèmes quotidiens qui peuvent nous diviser. Donc, pour les entraîneurs tunisiens, je voudrais leur dire, et malheureusement, nous les oublions souvent, nous, beaucoup parlent de 11, mais moi, je veux parler de ces entraîneurs qui font vivre le tennis en Tunisie, qui font vivre l'éducation de la jeunesse tunisienne par le tennis. Et je voudrais remercier encore tous ces dirigeants des clubs. Et je connais la situation qu'ils vivent quotidiennement avec l'alternance, des fois sans violence ou parfois avec des agitations. Mais chaque fois, il y a toujours des présidents dans les clubs qui font du travail, qui continuent d'employer les entraîneurs, qui continuent de mettre le tennis au service de l'éducation, d'accompagner cette jeunesse tunisienne qui a besoin d'avoir. Et qu'est-ce que vous avez traversé des périodes difficiles, très difficiles économiquement. Mais c'est dans cette difficulté que votre tennis s'est élevé. Mais quelle classe! C'est pendant que la crise était à son sommet que le tennis tunisien s'est développé. Et moi, je n'oublierai jamais toutes ces personnes, Aikel, Salma, Boussayen, toutes ces personnes qui m'ont beaucoup apporté dans ma vie professionnelle. Et qu'aujourd'hui, moi, je parle de la Tunisie comme si c'était mon pays, parce que c'est un espace qui m'a laissé ma chance, qui m'a donné ma chance. Vous avez très peu de pays comme ça qui vous ouvrent le cœur de leurs problèmes. Et que je n'oublierai jamais. Donc, c'est pour ça que je suis un fanatique. C'est peut-être pas le mot approprié. Je suis un fanatique de ce qui se passe en Tunisie. Je suis tous les D'accord. jours. Tout à l'heure, je vous ai dit, il a plu aujourd'hui en Tunisie et j'ai pensé à tous ces clubs, à tous ces parents qui n'ont pas pu amener des enfants s'entraîner. Donc, demain, c'est cette solution qu'il faut apporter. Donc, je vous dis vraiment toute mon admiration, beaucoup de patience. Et n'oubliez pas la formule que je vous ai dit tout à l'heure, ne jetez pas aux chiens l'honneur des personnes, parce il faut toujours penser que derrière ces personnes, il y a des familles, il y a des enfants, et que nos querelles peuvent nous diviser, mais il faut toujours rester dans dans la droiture de nos racines, qui reste le respect de l'autre. Ouais, vous savez, le journaliste ne veut pas dire toujours tuer l'autre. Et dans notre tradition, peut-être que cette définition n'est pas peut-être pas adaptée à nos traditions. Moi, j'aime beaucoup la classe. Moi, quand je vois les parents regarder les matchs et puis les enfants, ils sortent, ils embrassent les parents et que les entraîneurs avec leurs parents, c'est ça aussi la famille. C'est cette famille que vous êtes en train de créer. Et n'oublions pas que l'Occident, c'est bien, mais tout n'est pas bien dans l'Occident. Gardons les choses qui sont très bien chez nous. Et c'est ça qui fait la classe de la Tunisie. Moi, c'est cette fierté tunisienne-là que j'adore. Et restons dans cette ligne directrice. Et demain, ce n'est qu'un début. Et que demain, vous êtes déjà une très grande nation du tennis. Je l'annonçais il y a 10 ans.
je l'annonçais que le tennis tunisien allait devenir une très grande nation de tennis. Et c'est le cas aujourd'hui, parce que c'est une organisation qui emploie du monde, qui a une masse de pratiquants intéressante, qui a des événementiels, qui viennent de se hisser au cœur du réacteur nucléaire qu'est l'ATF et l'ITF. Parce que c'est là où les décisions sont prises. Et je connais Salma, elle ne lâchera rien. Elle ne lâchera rien en termes de développement pour le Sud. Et nous, elle a besoin de vous. Elle a besoin de chacun de vous. Elle a besoin quotidiennement de vous. Vous me parlez d'un budget de 3 millions. Je pensais que c'était un budget de 100 millions. Mais c'est dérisoire, 3 millions. Pour les ambitions que vous affichez, c'est dérisoire. Mais encore une fois, vous êtes une nation pragmatique. Vous êtes une nation très respectueuse. Et je pense que avec intelligence, Inch'Allah, vraiment, vous allez atteindre vos objectifs. Et Maya, je vous conseille beaucoup de. Nous avons besoin de vous. La Tunisie a besoin de chacun de vous. Merci, Ne laissez merci. pas les divisions. Ne Merci laissez pas beaucoup. les divisions vous séparer. Merci Oui, Maya et merci pour cet entretien. ouais, merci beaucoup. Je suis très content de vous recevoir avec nous, Monsieur Achille. Ça fait énormément plaisir. Merci pour tout ce très beau discours, très positif, très optimiste. Et j'espère bien sûr que le tennis tunisien et le tennis africain soient vraiment parmi où il garde une bonne place à l'échelle mondiale avec les grandes nations du tennis. C'est notre objectif et notre rêve, bien sûr. Mais je suis. Mais, Oui, mais sans vous couper, incontournablement, nous serons les prochaines nations de ce sport. Incontournablement. Parce qu'à un moment, on ne peut pas être plus bas que terre. d'accord, d'accord. Inch'Allah, Nous sommes Inch'Allah. déjà bas. Incontournablement. Merci, Monsieur Merci. Achille, À merci. bientôt, Maya. Merci. Allez, Merci. salut, ciao, ciao. À très Ciao. bientôt, bye bye, ciao. Bye bye.